Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler d'une course qui n'a pas forcément la plus belle liste de départ du monde, la plus dense, mais qui est quand même une course très intéressante. C'est la Classica Rahen, alors avant qu'il s'appelait Classica Rahen Pariser, la seule classique qui a lieu un lundi aussi, hein. C'est un peu la particularité de cette course. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette journée. Il y aura même le résumé de la course. Et puis on parlera des coureurs top, des flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Demain, le retour du biathlon également sur la chaîne avec les individuels et puis l'UAE Tour également pendant toute la semaine. N'hésitez pas donc à cliquer rapidement sur les miniatures, sur les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, hein, ça permet de les mettre plus en avant sur YouTube. On commence tout de suite avec sa Classica Rahen Pariser. Comme je disais, une course avec pas une grosse densité au départ, on avait seulement 90 coureurs. Mais une course toujours très intéressante. Le problème, très clairement, de la Classica Rahen Pariser, c'est son emplacement. Les équipes peuvent pas être au four et au moulin. En gros, on a eu pendant 2 jours des courses. On a l'UAE Tour qui commence aujourd'hui. On a eu le Tour de la Provence qui s'est fini hier. On a vu la Figueras Champions Classic qui s'enchaîne avec le Tour de l'Algarve. On a aussi le Tour d'Andalousie qui commence mercredi. La Classique VAR vendredi. Au bout d'un moment, les équipes doivent faire un choix. La Classica Rahen Pariser, même si c'est une course sympa, c'est encore une course qui n'est pas hyper connue. Et deuxième par les téléspectateurs. Deuxièmement, elle a lieu un lundi, donc avec un potentiel au niveau économique, par exemple pour voir les maillots de certaines équipes plus faibles. En plus, c'est une course qui se décante souvent loin de l'arrivée. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas un coureur qui est très performant sur ce type de terrain-là, ça commence à être difficile. Je pense notamment à une équipe comme EF. EF n'a pas de coureur très performant sur ce type de parcours. Donc ils sont un peu embêtés d'aller sur cette épreuve. Et puis le risque de chute et le risque de blessure. On peut tomber souvent sur ces courses-là et perdre un leader au mois de février. C'est pas forcément l'idéal et c'est pas une épreuve World Tour. Donc en termes de points, c'est pas énorme, hein. C'est 125 points. Donc on préfère plutôt aller sur la classique VAR et aller choper 125 points du côté des équipes françaises plutôt que d'aller sur la classique à Rahen. Alors cette classique qui le direct commençait à peu près 80 km de l'arrivée. À ce moment-là, l'échappée avec 3 minutes 12 d'avance sur le peloton. Échappée qui était composée du français de la Burgos Clément Aleno. On avait également Roulen Ariola Bengoa. Il était tout le temps écrit différemment. Il y a un moment, je ne savais plus comment il s'écrivait parce qu'il a été écrit au moins de 3 ou 4 fois de manière différente. Son nom, Ariola Bengoa, entre Pro Cycling Stats, entre le direct, j'avais 15 écritures différentes. Jentel van de Velde, qui était également dans cette échappée coureur de la Top Sport, de la Flanders Classic, pardon, ça c'était l'ancien nom de cette équipe. On avait 2 équipes de Arabay, Il Balear, l'équipe de Continental, Edgar Courteau et Ricard Fito. Adrián González Benito, Benito González plutôt dans cet ordre-là, qui était de la sélection espagnole, et puis Iban Ruiz du côté de la Kern Pharma. Échappé donc qui avait 3 minutes 12 d'avance. On est arrivé sur le direct après le passage du premier secteur gravel. Je ne sais plus comment ils les s'appellent même les secteurs gravel, puisque c'est un autre nom que sur l'Estrade Bianche. Ensuite, cette échappée-là qui est restée ensemble jusque dans le secteur 2. Là, on a déjà eu des différences avec Benito et Van de Velde qui étaient lâchés. Clément Aleno également et qui essayait de suivre, alors que derrière, UAE Visma faisait déjà le gros essorage avec une échappée qui perdait 1 minute en moins de 10 km. Et puis le petit Curto, lui, était lâché sur crevaison. Donc on avait à 69 km de l'arrivée seulement 2 coureurs à l'avant, Ariola Bengoa et Iban Ruiz, le coureur de la Kern Pharma.
Derrière, on avait une accélération avec Tim Willems, avec Ben Tulett et Egan Bernal. Ces coureurs-là étaient repris avant qu'à 66 km de l'arrivée, la bonne échappée parte, on va dire, avec McNulty et Kwiatkowski. Les deux revenaient sur, dans un premier temps, Clément Aleno, puis ils retrouvaient ensuite les deux coureurs de tête, c'est-à-dire Ariola Bengoa et notre ami Iban Ruiz. Il les reprenait à 55 km de l'arrivée. À 57, on avait la chute de Igor Arrieta dans un virage un petit peu serré. Les secteurs gravel, ça ne pardonne pas quand on est hors trajectoire avec la gravette qui fait que vous perdez complètement l'adhérence, comme ce qu'on a en rallye, tout simplement, avec les premières voitures qui enlèvent cette couche de gravette, ce qui permet aux voitures de derrière de gagner plus de temps. Et puis on avait plein d'attaques dans le peloton derrière, parce qu'il y avait 1 minute d'écart entre le groupe Kwiatkowski devant et le groupe derrière, mais il y avait beaucoup d'attaques, sauf que le problème c'est qu'il y avait toujours un Ineos ou un UAE qui se greffait là-dedans, voire souvent les deux. Ce qui fait qu'on a eu notamment Nicolas Prudhomme, sauf qu'il se retrouve à avoir Egan Bernal et Del Toro. Donc là, il est un peu bloqué dans ce genre de situation. On va avoir également Tulett qui va énormément attaquer, mais avec toujours un Ineos, c'est ce qui fait que l'écart ne va jamais vraiment baisser. Alors on va avoir à 50 km de l'arrivée la crevaison de Ariola Bengoa qui va crever. Tulett attaque de nouveau, beaucoup d'attaques de Tulett. Attaque de Jordan Labrosse aussi, qu'on a beaucoup vu du côté de la Décathlon AG2R. Et l'écart qui va diminuer à 44 secondes, puis à 29 secondes, sous l'impulsion de Van Aert qui devient l'équipier de Tulett parce qu'il n'est pas dans une grande condition physique, sauf que quand Van Aert s'écarte, il y a de nouveau personne pour rouler. Alors ensuite, on va avoir Nicolas Prudhomme, mais en fait, on reviendra jamais sur les hommes de tête, et la décision va se faire à 14 km de l'arrivée. McNulty va dans un premier temps crever, puis Iban Ruiz va être lâché par Kwiatkowski, mais ça s'est joué vraiment sur un petit appuis pas énorme, et à ce moment-là, Iban Ruiz est lâché. Dans le même temps, on va avoir une attaque de Del Toro. Au même moment, Bernal tombe, et on reviendra sur la situation médicale de Bernal en fin de vidéo. Et Del Toro va réussir à reprendre Iban Ruiz, mais Iban Ruiz gardera sa 3e place. Kwiatkowski ne sera jamais rejoint et il remporte cette classique. Une autre belle classique dans son palmarès du côté de Kwiatkowski, devant notre ami Del Toro. Et en 3, Iban Ruiz. 4, Clément Berthet, qui lui est revenu vraiment de l'arrière, parce qu'il n'était même pas dans le 2e groupe, il était encore plus derrière, le coureur français, donc qui prend la 4e place sur cette épreuve du côté des... Non, c'est bien Jordan Labrosse, pardon. Non, parce que dans un premier temps, c'était marqué Clément Berthet sur mon classement Pro Cycling Stats, donc non, c'était bien Jordan Labrosse à l'arrivée qui prend la 4e place. De toute façon, la caméra était assez loin, donc moi j'ai pas vu, j'ai vu un Décathlon AG2R, mais j'ai pas vu qui c'était à la 4e place. Mais Clément Berthet fait quand même 7 en étant revenu de l'arrière, et Prudhomme fait 13 aujourd'hui de cette course. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on va revenir sur la victoire de Michał Kwiatkowski. C'est vrai que ça fait depuis quand même quelques années où il est moins efficace quand il est leader. Kwiatkowski, à une époque chez Ineos, quand on lui laissait les clés du camion, il était quasiment imbattable. C'est vrai que ces dernières années, il a été beaucoup plus équipier, même une année 2024 où il est quasiment invisible. C'est vrai que j'avais dit Kwiatkowski, on l'avait très peu vu sur l'année 2024. Et depuis sa victoire sur le Tour de France, où déjà il s'était imposé sur le Tour de France, je dirais pas la surprise générale, mais quand même, c'était pas le favori de cette étape-là lors du 14 juillet. Il avait un peu disparu, et là tu sens que cette victoire-là, il l'a vraiment savouré à l'arrivée. C'est pas forcément le mec le plus émotif, Kwiatkowski. Je n'ai pas le souvenir du mec qui, par exemple, quand il gagne Milan-San Remo, j'ai pas le souvenir d'un mec en pleurs, au passage de la ligne. La différence, c'est quand il a gagné tous ces gros résultats, il avait entre 25 et 30 ans. Là, aujourd'hui, il en a 34.
Et il voit bien, Kwiatkowski, il est dans sa dernière année de contrat avec Ineos, 34 ans. Tu te poses quand même des questions, est-ce que tu continues ou est-ce que tu décides d'arrêter ta carrière au bout d'un moment? Et tu sais très bien que ce type de victoire-là, sur quand même des courses où en plus aujourd'hui ça a quand même été du grand spectacle, tu sais pas si ça va se reproduire. Et là, je pense qu'il y a une flopée d'émotions qui est venue du côté de Michal Kwiatkowski. Et en plus, il fait un sacré numéro aujourd'hui parce qu'il gagne pas seulement au sprint. Il gagne en partant à 66 bornes de l'arrivée. Et ça devient désormais le plus beau palmarès pour moi des épreuves de ce format-là. Parce qu'il a gagné 2 fois l'Estradé, 1 fois Classica Rennes-Parisor. Et oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Il avait gagné en 2014 et en 2017 sur ces 2 épreuves-là. Et en 2014, si je regarde, là, il était parti à 15, il était parti à 400 mètres face à Sagan. Il avait battu Sagan à Sienne. Mais c'est quand même le premier coureur à gagner 3 fois. 3 fois. Ah non, Pogacar, j'avais oublié que Pogacar avait gagné en 2022 l'Estrade Bianche. Mais il égale Pogacar. Voilà, il devient l'égal de Pogacar au niveau palmarès sur ces épreuves-là. Et puis Pogacar avait gagné la Classica Rennes-Parisor où il y avait vraiment personne au départ. C'est vrai que par rapport à aujourd'hui, les 2 premières éditions, vraiment on était sur des listes de départ très faibles, même par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais bravo du côté de Kwiatkowski parce que déjà il s'impose en costaud. Ils ont très bien joué le coup chez Ineos. En gros, en mettant Kwiatkowski devant, qui a quand même une expérience dans les classiques, mais qui n'était pas forcément le numéro 1. Et en gardant en fait Bernal et Laurens, qui ont très bien fait le rôle de chien de garde, avec Swift également, qui a été très présent dans ce rôle-là. Les 3 se sont relayés et ont fracassé toutes les accélérations quasiment avec UAE. Voilà, ils ont été au-dessus. Chez UAE, ça joue sur une crevaison, c'est dommage pour McNulty. Certains ont dit qui pensait que McNulty allait battre Kwiatkowski. Moi, je m'étais dit McNulty sur ce type de performance-là. Alors au sprint, je me disais non, mais vu sa puissance à McNulty, j'étais pas sûr que ça arrive au sprint. Le problème, c'est qu'il crève de la roue arrière à un moment où en plus il n'y avait que 30 secondes. 30-40 secondes à ce moment-là, c'est presque le moment où l'écart entre les 2 groupes est le plus réduit. Mais il a été fort, Kwiatkowski, et puis surtout, très bonne gestion de l'effort. Parce que sur la fin, il arrive encore avec un bon état de fraîcheur, Kwiatkowski. Il est un peu marqué par l'effort, mais c'est pas non plus le visage complètement fracassé, genre par exemple Milan sur l'UAE Tour, quoi. Il est encore plutôt frais, Kwiatkowski, mais il a très très bien géré. Et même face à Ibon Ruiz, parce que tu vois l'expérience, il panique pas. Certes, il a Ibon Ruiz dans la roue. Bon, il se dit, il y a un petit tape-cul là. Allez, j'y vais, j'essaye de le sortir. Et il arrive à le sortir juste sur une petite accélération. Mais il a été très fort. Et puis, si c'est sa dernière victoire en carrière, parce que c'est peut-être ça qu'on a vu aujourd'hui du côté de Kwiatkowski, il pourra se dire que la dernière, elle est quand même bien jolie. Je pense qu'il aura un bon souvenir de cette dernière victoire. Moi, j'ai toujours eu un regret avec Kwiatkowski, c'est que je me suis toujours dit quelle aurait été sa carrière s'il n'avait pas été chez Sky. Quelle carrière il aurait eu dans d'autres formations? Parce que moi, je pense que Sky, il a souvent eu un rôle d'équipier, alors un super équipier. Il faut bien le dire que à la fois Bernal et à la fois Geraint Thomas, notamment et Chris Froome, lui doivent beaucoup sur pas mal d'épreuves. Mais je me suis toujours posé la question de Coco sur d'autres épreuves. Par exemple, s'il était resté chez Quick-Step. Par exemple, s'il était allé, je sais pas moi, dans une équipe, je sais pas moi, genre la Groupama, par exemple, ce que ça aurait pu donner dans une autre structure. Ça a toujours été ma frustration avec Kwiatkowski. J'ai toujours trouvé qu'Ineos l'utilisait assez rarement. Et pourtant, c'est un coureur qui a amené des résultats à Ineos, notamment sur les classiques. Je pense l'Amstel, je pense Milan, San Remo, l'Estrade Bianche notamment. Même le Grand Prix E3 également.
la Classica San Sebastian, parce qu'il en a gagné des belles. Hein. Du côté, sur les classiques, il en a pas raté beaucoup, hein, au final, avec Kwiatkowski. Et c'est vrai que je me suis toujours... il a raté que Liège. Sur les Ardennaises, à part l'Amstel, c'est vrai que Liège, qui pourtant est une course qui aurait pu convenir à ses qualités, ne l'a jamais gagné. Mais aujourd'hui, ça a toujours été ma réflexion avec ce coureur, c'est ce que ça aurait donné s'il avait été, je sais pas, à la Bora, s'il avait été dans d'autres équipes, ce que ça aurait pu donner en termes de résultats et quelle aurait été sa carrière. On ne le saura jamais, comme je le dis toujours, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, d'expression de vieux, mais c'est vrai que ça a toujours été ma réflexion avec Kwiatkowski. On continue avec un coureur de la Kern Pharma, Iban Ruiz. Solide. Ah non, solide, Iban Ruiz, faire troisième ici, c'est une course dure, et en plus faire troisième, l'an dernier, Prodhomme fait 3 en prenant l'échappée, mais dans des conditions particulières, avec une édition qui est réduite en termes de kilométrage, c'était que 130 km, je crois me souvenir, et avec les conditions humides. Ça aide un petit peu. C'est plus compliqué que sur une épreuve pavée de prendre l'échappée et de réussir à aller au bout, je trouve, sur les épreuves gravel, enfin semi-gravel comme Raen, comme Strade Bianche, comme Paris-Tours. Et je trouve que quand tu arrives à le faire, c'est très solide. Et là, ce qu'a réussi Iban Ruiz, c'est très très bien. Voilà, il a été très très costaud hein, aujourd'hui. Alors c'est un coureur qu'on sait qui est un très bon baroudeur, mais là, ce qu'il a fait, c'est vraiment du solide. Moi, j'étais impressionné quand je le voyais avec McNulty, parce que McNulty et Kwiatkowski, sont quand même deux gros moteurs dans le peloton. Kwiatkowski, il a été très bon aussi sur des contre-la-montre. Hein. McNulty aussi, on le sait. Et McNulty est très bon en tant que puncher quand il gagne... c'est l'Ardèche ou la Drôme, je ne sais jamais laquelle des deux il a gagné, il avait été solide, et puis on sait que c'est un coureur qui est très performant aussi dans ces épreuves-là, et ce sont deux coureurs très puissants, je me suis dit, oh là là, les deux échappés, ils sont pas tombés sur les deux bons, quoi. Ça va être dur pour eux de tenir. Et je le vois, secteur après secteur, je vois les kilomètres qui passent, et je me dis, bah, il est toujours là, et puis toujours, il n'y a pas des mouvements d'épaule dans tous les sens. Il craque vraiment sur un petit tape-cul, quoi. Mais je pense que Kwiatkowski aurait pu mettre des kilomètres avant de le lâcher. Hein. Vraiment. Heureusement qu'il y a eu cette petite montée où peut-être sur la technique, il a été un petit peu moins bon. Mais il était vraiment au top. Et c'est plutôt rassurant sur la Kern Pharma parce que certes, ils n'ont pas perdu Castrillo. Mais bah, ils ont encore des bons talents, quoi. Et puis lui, il a que 26 ans. Il vient d'avoir 26 ans en plus, donc ça reste un coureur qui a encore un gros potentiel Iban Ruiz. Et là, bah, sur cette épreuve-là, il a été très solide. Il peut être vraiment fier de sa course. Et vu ce qu'il a fait comme résultat l'an dernier, c'est un coureur qui progresse bien, Iban Ruiz. Hein. Sur les dernières saisons, il y a une vraie belle progression. Et là, il a été très efficace sur cette course, donc j'espère le revoir sur d'autres épreuves. Alors le problème, c'est que sur les épreuves de ce type-là, bah, ça risque d'être compliqué parce que Kern Pharma va pas être invité sur l'Estrade Bianche. Mais je me dis, même sur des Coupes de France, des fois Kern Pharma va sur des Coupes de France, je me dis, ah bah en échappée, ça peut être un coureur très dangereux. Et puis, pourquoi pas, s'il y a une 23e équipe invitée sur le Tour d'Espagne, s'il est sur le Tour d'Espagne. Mais non, j'ai bien aimé sa course à Iban Ruiz et je l'ai trouvé très solide. Vraiment, voilà, il a fait du très très bon boulot. Et puis pourquoi pas Paris-Tour, parce que c'est vrai que souvent Kern Pharma est sur Paris-Tour. Ça peut être une course où il peut être solide. Mais là, ouais, il a été très bon. Et non, il peut être fier de ce qu'il a fait. Et tenir Kwiatkowski et McNulty pendant 40 bornes, faut y aller. Hein parce que les deux, encore une fois, sont des gros moteurs. Et alors là, ils roulaient peut-être pas à 100%, mais même quand ils roulent pas à 100%, derrière, il faut tenir leur roue. Et la capacité qu'il a eu de tenir la roue, c'est vraiment très bien. Je termine avec un Décathlon G2R, Jordan Labrosse, 4e aujourd'hui, je pensais qu'il était même 7, non, il était 4 à la fin, Jordan Labrosse. Ça a discuté bien avec Axel Laurence, hein. Ça a bien discuté entre les deux, parce que oui, Axel Laurence faisait son job d'équipier, hein.
C'est vrai que je pense qu'il y a un moment, il était énervé, Jordan Labrosse. On sent que ça a discuté. C'était une discussion correcte, quoi. Viril mais musclé, enfin viril mais correct plutôt, dans la discussion entre les deux. Mais voilà, Axel Laurence faisait juste son travail d'équipier. Et du côté de Jordan Labrosse, on sait qu'il a un potentiel sur ce type de parcours-là parce qu'il était bon en cyclocross. Donc c'est sûr que quand tu as été performant en cyclocross, c'est un avantage. Il a quand même super bien bossé pendant l'hiver. Hein, parce que par rapport à l'an dernier, là je trouve qu'il y a une vraie évolution et très positive pour Jordan Labrosse. Par rapport à ce qu'il était capable de faire l'an dernier, là on l'a vu aujourd'hui sur la Classique à Rennes, mais on l'avait vu également sur le Tour de Murcie, où il a fait un travail d'équipier également fantastique. Je me dis, Coco, ça fait partie des coureurs. Tu sens que Morgado aussi, cet hiver, elle a bien bossé. Jordan Labrosse, pendant l'hiver, il a progressé. Emilien Janière aussi, je pense qu'il a pas mal progressé pendant l'hiver. Mais là, très très solide ce qu'a montré Jordan Labrosse. Pardon, sur cette semaine de compétition. Et on va voir maintenant où il fera l'Estradé. Bah tiens, ça m'intéresse de le voir sur l'Estradé lui. Parce que vu ce qu'il a montré ici à la Classique à Rennes, alors l'Estradé c'est bien plus long et puis en plus cette année le parcours va être difficile parce qu'ils ont rajouté encore des secteurs empierrés. Il y aura 213 km mais avec je crois encore un peu plus de secteurs empierrés. Je me dis que c'est un profil de coureur que j'aimerais bien voir. Et puis ces jeunes chez Decathlon AG2R quand même, ils ont un talent. Quand tu vois Paul Lapera, quand tu vois Jordan Labrosse, quand tu vois également dans cette équipe Jordan Labrosse, Noah Isidore, voilà, j'avais oublié son nom. Même Valentin Paré-Pinte désormais qui est parti, le petit Pedersen qui je pense a un gros potentiel aussi. Ils ont quand même un nombre de jeunes performants dans ce collectif qui est quand même très... Pierre Gautera aussi qui est très bon. Il y a quand même un nombre de jeunes dans ce collectif où tu sens que Paul Sexas aussi, où tu sens ça peut être vraiment très très bien pour eux. Et le début de saison est quand même pas mal, hein. Alors certes ils ont gagné que 2 fois avec Sam Bennett, mais Classique à Rennes, ils sont là, ils ont été là également sur le Tour de Lander. On verra ce que donnera Félix Gall sur l'UAE Tour. Mais ouais, c'est quand même très intéressant ce qu'a fait cette formation sur le début de saison. Et même si c'est moins bien que l'an dernier, en même temps l'an dernier ils étaient quand même sur un niveau assez exceptionnel, c'est quand même déjà du très solide, pardon. Et là, très très bien. Voilà, très 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 bien du côté du coureur de la Décathlon. Et par rapport à l'an dernier, il y a une belle progression. L'an dernier, il avait été un peu décevant, je trouve, Jordan Labrosse. Là, c'est vraiment pas mal depuis le début de saison. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, la Visma. Ouais, je trouve que la stratégie a été catastrophique. Alors déjà, le petit coureur de cette formation, Ben Tulette, il attaque un peu à tort ou à travers. Oui, il était costaud, mais il fallait être plus intelligent dans ses attaques. Par exemple, même sur la fin, Jordan Labrosse arrive à s'isoler avec Axel Laurence. Alors que pourtant, UAE était aussi aux aguets du côté des attaques derrière. Et je trouve que Ben Tulette, il attaque vraiment à tort ou à travers. Ce qui fait que dans les 15 derniers kilomètres, 20 derniers kilomètres, il devient beaucoup plus transparent parce qu'il a fait beaucoup trop d'efforts avant. Et surtout, on a mis un temps fou, je trouve, alors que ça soit Van Aert, mais peut-être aussi la direction sportive derrière, à dire à un moment, mais Van Aert, c'est Tulette le leader. Quand on voit qu'à chaque accélération de Tulette, genre à 60 bornes de l'arrivée, il est en difficulté Van Aert, là il fallait prendre la décision. On prend la décision, on est à 30 bornes de l'arrivée, on a mis 30 minutes à prendre une décision du côté de la Visma. Encore une fois, je trouve que c'est une équipe qui, en termes de stratégie, a encore beaucoup à apprendre. Je trouve que c'est une équipe qui fait souvent des erreurs stratégiques, et c'est ça peut-être qui fait la différence avec la UAE. Quand il y a Pogacar, même si des fois Pogacar fait des erreurs, on l'a vu sur l'UAE Tour. Mais là, je trouve vraiment
qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Van Aert, je suis pas vraiment rassuré par son état de forme, c'est vrai. Après, tu vas dire qu'on est encore à 2 mois quasiment de Paris-Roubaix. C'est vrai que c'était parfois un coureur qui était en forme un peu trop tôt. Mais j'ai les mêmes inquiétudes qu'avec Pedersen. Alors, il faudra voir sur les autres épreuves. Il faudra voir Wout Nieuwsblad, il faudra voir plus tard. Je pense qu'il essaye de décaler son pic de forme parce que c'est vrai que très souvent, il avait des soucis de ce côté-là. Est-ce qu'il était en pleine confiance avec son matériel aussi? Ça, c'est une grosse interrogation du côté de Wout van Aert. Mais là, aujourd'hui, il n'a pas du tout pesé dans la course. Allez, il a pris pendant 10 km des relais, mais il ne fait même pas des relais pendant hyper longtemps. Et ensuite, il a fini son travail. Et c'est vrai que l'équipe avait une belle gueule au départ, parce que même Sepp Kuss vient du VTT, passe très bien les secteurs gravel. Tige Benoot, également bon dans ce domaine-là. Alors Tige Benoot, il fait 23e. Je ne l'ai pas vu de la journée. Vraiment, pour moi, il a été inexistant. Et Van Aert, ouais, c'est pas très rassurant. Et Ben Tullet, trop d'attaques inutiles pour moi en termes de stratégie. Et ça lui coûte très cher parce qu'il attaque rarement dans le bon timing. Donc là, il faudra travailler là-dessus du côté de Ben Tullet. C'est un coureur qui a du potentiel. Mais il va falloir travailler en termes de stratégie. J'ai envie de dire collectivement, même du côté de sa Visma Lease Bike, il va falloir travailler en termes de stratégie. Et c'est vrai que Tige Benoot, il a été transparent aujourd'hui. Il fait 23e, mais je ne l'ai pas vu de la journée. Hein. Il doit exploser dès le premier secteur à la télévision. Et ensuite, on ne l'a jamais revu. Ce qui est surprenant quand même pour ce coureur, parce qu'on a vu un peu Sepp Kuss, on a vu Ben Tullet, on a vu quand même Van Aert. Et je trouve qu'ils ont mis beaucoup de... Alors, Antoine Besson disait c'est bien joué de la part de Van Aert de se mettre au service de Ben Tullet. Mais ils ont mis un temps fou, en fait, pour le faire. Je me disais à quel moment ils allaient le faire, quoi. Ça a mis 30 bornes. Je sais pas, 30 bornes au moins. Ça a mis plus de 30 minutes. Plus de 30 minutes, vraiment, au moment où on s'aperçoit que Van Aert est vraiment pas exceptionnel. Et de là à passer le relais, quoi. Ça a mis 30 km. Donc 30 km, on a le temps de faire beaucoup de choses, quoi. On aurait pu rouler de manière plus efficace. Et puis, oui, ils ont raté le coche aussi quand il y a l'attaque de Kwiatkowski et McNulty, parce qu'il fallait absolument pas rater ce genre d'attaque. Mais parce qu'à ce moment-là, je pense que le leader, c'est toujours Van Aert, et Glog et Tullet, il va pas forcément. Ensuite, Tullet essaye d'attaquer, mais encore une fois, tout le temps à contre-temps. En fait, ils n'ont jamais été dans le bon timing aujourd'hui. Et ça leur coûte une mauvaise course du côté de la Visma, parce que 28 points UCI marqués aujourd'hui. Alors, c'est pas une catastrophe, parce que ça reste une course 1-1. Mais bon, 9 et 23e pour les deux meilleurs coureurs de l'équipe, c'est pas exceptionnel, surtout quand on connaît un petit peu la densité de cette formation. Deuxième équipe flop, Movistar. Eux, j'ai même pas vu leur maillot. Alors, Carlos Canal fait 8 à l'arrivée. Là aussi, je sais pas trop comment. Parce qu'il a crevé à un moment, Canal. Mais j'ai pas vu l'équipe du tout de la journée, Movistar. Le maillot de la Movistar, il revient un peu de l'arrière. C'est quand même dommageable dans une course à domicile de ne pas réussir à s'exprimer. Alors, il y avait déjà un non partant au départ avec Mathias Norgard. Garcia Cortina qui a abandonné aussi. Et ils ont été assez transparents. Alors, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe au départ, Canal, Milesi, Baranechea, Mühlberger, Serrano, Garcia Cortina, Norgard, il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas des habitués sur ce type de parcours. C'est vrai que contrairement à la dernière où il y avait eu la Scano pour cette formation, là, c'était pas la grosse équipe du côté de la Classique Arène. C'est dommage qu'une formation comme la Movistar arrive pas à faire venir un de ses meilleurs coureurs sur une épreuve comme celle-là. Pour moi, les équipes locales, elles doivent faire l'effort d'essayer d'envoyer quand même des bons coureurs sur les épreuves nationales. Surtout que tu sais que sur cette épreuve-là, on a du mal à attirer du monde. Encore une fois, par un emplacement dans le calendrier qui n'est pas le bon, me semble-t-il, parce qu'il y a un peu trop de courses à ce moment-là de l'année. De toute façon, février, c'est presque l'un des mois les pires, parce que c'est surchargé de courses. On a des courses tout le temps, partout. Je crois que c'est le mois, peut-être l'un des mois les plus compliqués en termes de courses,
pour tout suivre, pour être au courant de tout, parce que par exemple moi j'ai pas pu faire Oman, mais au bout d'un moment ouais, il fallait que je fasse une petite pause quoi, avec le biathlon, avec tous les trucs à côté. Là la course au Portugal hier, le problème c'est qu'elle se finissait à 18h. Moi à 18h, j'aurais pas eu le temps de faire toutes les vidéos hier soir dans la journée. Donc il y a beaucoup de courses et c'est vrai que c'est bien quand on va dire l'équipe nationale la plus importante au niveau World Tour arrive à monter une équipe un peu meilleure que ça. Parce que c'est vrai qu'à part Carlos Canal, Milesi, bon ça reste un peu tendre hein, quand même. Et il y avait Nosgard, mais donc il prend pas le dopard. C'était un peu faiblard. Donc c'est dommage. Après, bon, Canal fait quand même 8ème, mais vraiment, on les a pas vus de la journée, les Movistar. Et c'est un petit peu dommageable sur une course à domicile. Et puis je termine avec la mauvaise nouvelle du jour du côté de la Ineos. Alors autant on a gagné avec Kwiatkowski, autant on a perdu Egan Bernal. Certainement fracture de la clavicule pour Egan Bernal. J'ai pas vu sur l'UAE Tour si Molano était reparti aussi, parce que j'ai oublié de vous en parler sur l'UAE Tour, mais Molano il s'est pris une énorme chute. Non, il a quand même fini Molano, mais il faudra voir si demain il repart pour le contre-la-montre, parce qu'il s'est quand même pris une grosse chute. Et là, Bernal, abandon et clavicule, certainement, il a été emmené, c'est dommage, parce qu'il faisait une bonne journée. Bernal, bon, voilà, la dynamique était plutôt bonne. Bernal, il me fait penser un peu à la FIB, quoi, où il y avait un moment, on avait l'impression que la mauvaise dynamique n'allait jamais s'arrêter, qu'il n'y avait rien qui s'imbriquait correctement les choses les unes dans les autres, qu'à chaque fois qu'il y avait on va dire, il revenait un petit peu, poum, il y avait une nouvelle merde. Il revenait un petit peu, bam, ça rebasculait. Vous vous souvenez quand il y a eu cette fracture du genou, putain, il avait bien repris en tout début de saison, bam, fracture du genou. À chaque fois, c'était je reviens, j'ai une merde, je reviens, j'ai une merde. Bernal, c'est un peu ça quand même. T'as l'impression que c'est un peu compliqué pour relancer véritablement la machine. Là, il y avait eu les courses en Colombie. Mais le problème, c'est qu'il y avait personne au départ, il faut quand même le dire aussi, au championnat de Colombie. Donc moi je voulais le voir à Classic Arène, je voulais le voir sur le début de saison pour savoir s'il avait un peu progressé par rapport à l'an dernier. Et puis bon il y a cette clavicule, et encore une fois une clavicule en février c'est vraiment pas l'idéal, parce que c'est une période où encore une fois tu dois consolider ton niveau, le niveau qui sera le tien quand tu seras à ton pic de forme, mais c'est la base de ton niveau, elle se fait en janvier, février, mars. Si tu peux pas courir à ce moment-là de l'année, tu vas avoir un retard, et souvent le retard, tu ne le rattrapes pas sur le reste. Et le retard que tu auras en mars, tu le garderas pendant 3-4 mois, et peut-être que tu seras performant en fin d'année, mais pour moi c'est vraiment la pire période pour se blesser. C'est-à-dire janvier jusqu'à mi-mars, il faut vraiment éviter les grosses chutes et se blesser, parce que c'est le pire. Et là du côté de Bernal, ouais, c'est dommage, parce qu'en plus sa course n'était pas mauvaise de Bernal. Il tombe, on n'a pas trop vu la chute parce que c'est pas hyper bien filmé quand même. Classic Arène Parisor, c'est au moment de l'accélération de Del Toro où il tombe. Bernal, mais c'est sûr que c'est dommageable pour lui, parce que ouais, il revenait peut-être à un bon niveau, et ça va peut-être être de nouveau un coup d'arrêt. Est-ce qu'il arrivera à se relancer? Ça c'est quand même la grosse interrogation. Donc ouais, mauvaise nouvelle. Mauvaise journée pour Egan Bernal. Frustration également pour McNulty, mais pour une autre raison, parce que c'est vrai que la crevaison, elle est tombée un petit peu au mauvais moment. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!